On reprend donc avec une deuxième transformation notable de la classe ouvrière, ou en tout cas une deuxième transformation notable de la société française durant les Trente Glorieuses, qui accrédite la thèse d'une moyennisation de la société. Donc une deuxième transformation importante de la société française durant les Trente Glorieuses concerne la réduction des inégalités culturelles et scolaires. Donc ça, c'est la deuxième grande idée qu'on va développer dans ce paragraphe. Ça va être un peu moins développé que la première idée, mais elle est tout aussi importante. Il y aurait, selon cette thèse, une moyennisation culturelle remettant en cause la spécificité des différentes classes sociales. En effet, l'un des points communs aux membres de la classe ouvrière était de ne pas avoir fait d'études et de ne pas accorder d'importance à la culture au sens de culture légitime chez Bourdieu. Donc ça, on l'a vu, hein, vous vous rappelez, la culture légitime, ou la culture consacrée, la culture cultivée, la bonne culture, pourrait-on dire. Voilà, Bourdieu appelle ça la culture légitime. Donc une des caractéristiques de la classe ouvrière, c'était qu'elle n'a pas fait forcément, ou qu'elle n'a pas fait d'études, et que la culture, ça ne l'intéresse pas, ou en tout cas, si elle a une culture, c'est pas la culture légitime, c'est une autre culture. Donc ça c'est avant. Au contraire, les milieux bourgeois, eux, se caractérisent par une forte appétence et une familiarité avec les études et la culture sous toutes ses formes. Donc le terme appétence, hein, ça veut dire que ils ont de l'appétit, ils sont attirés par la culture légitime. Donc une des caractéristiques de la bourgeoisie, caractéristique qui en fait est toujours vraie aujourd'hui, c'est que la bourgeoisie fait des études. Les enfants de la bourgeoisie font des études longues, les plus prestigieuses, et en plus sont très intéressés par la culture légitime. Ils aiment se cultiver, ils ont des pratiques culturelles régulières. Donc ça, voilà, ça montre bien une distinction claire et nette entre les ouvriers et la bourgeoisie sous l'angle de la culture. La période des Trente Glorieuses est une période marquée par la réduction des inégalités culturelles et scolaires grâce au volontarisme de l'institution scolaire. Donc ça doit vous rappeler quelque chose. Hein. Sur le chapitre sur la mobilité sociale, on a parlé de ça. Le volontarisme de l'institution scolaire, ou le volontarisme, pourrait-on dire, le volontarisme politique, c'est-à-dire l'idée que l'État, à un moment donné, met en œuvre ou se donne les moyens de favoriser l'accès à la culture et au diplôme pour les milieux les moins favorisés. Donc plusieurs mesures sont mises en place afin d'ouvrir l'enseignement secondaire aux milieux les plus modestes. Bon, je vous renvoie à la partie du chapitre sur la mobilité sociale qui parle de ce point. Cette massification scolaire va permettre à l'école de diffuser très largement une culture commune à tous les milieux sociaux. Effectivement, hein, si tous les enfants de tous les milieux sociaux vont à l'école, eh bien, ils vont apprendre les mêmes choses. Et donc vont intégrer, là c'est la socialisation, hein, ils vont intégrer les mêmes normes et les mêmes valeurs en matière de culture. Et donc vont avoir des points communs. Donc si tout le monde accède à cette culture moyenne, eh bien, les clivages culturels d'antan, pourrait-on dire, comme je les ai mentionnés au début du paragraphe, les clivages culturels d'antan s'estompent au profit d'une culture moyenne, qui serait du coup la culture légitime exclusivement. Alors des exemples. Par exemple, en 1959, réforme Berthoin, hein, instaurant l'obligation scolaire jusqu'à 16 ans, et alors c'est entre 1959 pardon, et 1975, qui donc correspond à la réforme Abi qui met en place le collège unique, le nombre d'élèves inscrits au collège, donc toutes classes confondues, hein, de la 6e à la 3e, est multiplié par 3, passant de 1 million à 3 millions. Donc cet exemple est là pour vous montrer que, quantitativement, les effectifs de l'école de l'enseignement secondaire s'accroissent, et que tous ces enfants nouvellement inscrits dans l'enseignement secondaire vont intégrer une culture scolaire et une culture légitime qui va du coup devenir une culture moyenne, car partagée par un grand nombre de personnes, tout simplement. Cette moyennisation culturelle vient alors remettre en question la spécificité des classes sociales, ce qu'on a dit plus haut, hein, ici. Les ouvriers passés par le collège, voire le lycée, acquièrent un niveau culturel homogène vis-à-vis des autres membres de la société.
Les classes sociales sont encore moins des classes en soi, c'est-à-dire ayant des caractéristiques spécifiques communes à leurs membres. Voilà pour ce deuxième argument. C'est voilà, la massification scolaire conduit à une moyennisation culturelle et donc à une disparition d'un clivage de classe très important qui était le clivage culturel. On passe maintenant au troisième argument, une troisième remise en cause de la classe en soi. Donc une troisième remise en cause des classes sociales en tant que classe en soi concerne le déclin numérique des ouvriers, au profit d'une montée en puissance des professions et catégories socio-professionnelles moyennes, comme le sont les professions intermédiaires et les cadres. Je vais aller assez vite ici. L'idée dans l'ensemble, c'est que avant les ouvriers étaient une classe sociale parce qu'ils étaient nombreux, et maintenant ils ont beaucoup diminué en matière, leur poids dans la population active a fortement diminué au profit des PCS moyennes. Donc voilà, ça fait que la majorité de la population active se situe dans des PCS de la moyenne ou des PCS moyennes dans la hiérarchie sociale. Donc ça atteste aussi une moyennisation en matière d'effectifs. Donc en effet, l'analyse marxiste des classes sociales était pertinente à une époque où près de 40% de la population active, bon c'est plutôt 37%, hein, j'exagère un peu, bon 40, allez, la population active était composée d'ouvriers, le reste étant composé de la bourgeoisie et au milieu d'une petite classe moyenne composée des artisans, des commerçants et des professions indépendantes. Mais la fin des Trente Glorieuses voit apparaître de nouveaux types de métiers relevant du secteur tertiaire, pendant que la part des ouvriers dans la population active diminue continuellement. Par exemple, les ouvriers représentaient 39% de la population active en 1960 contre 20,8% en 2012, soit une perte de près de 20 points. Donc vous voyez, le poids des ouvriers a fortement diminué dans la population active. C'est normal, c'est les transformations des structures socio-économiques. Vous vous rappelez, hein, c'est un des facteurs de mobilité sociale, c'est les transformations des structures de la structure productive. Donc, parallèlement, la part des professions intermédiaires a été multipliée par presque 3 entre 1960 et 2012. Même constat pour la part des cadres et des professions intellectuelles supérieures. Donc d'un point de vue purement quantitatif, la classe moyenne devient effectivement dominante dans la société française. Donc c'est en cela, encore une fois, qu'on peut parler de moyennisation, c'est que quantitativement, la majorité des actifs se situent dans des catégories moyennes. Ce qui remet en question l'approche binaire, hein, vous voyez, rappelez 0-1 ou 1-2, l'approche binaire des classes sociales proposée, il manque un E, proposée par Marx. Donc ici un petit document qui vous décrit l'évolution de la part des différentes professions, hein, des différentes PCS dans la population active depuis les années 60 et jusqu'en 2012. Donc là vous voyez bien la baisse de l'effectif, enfin de la part, hein, du pourcentage des ouvriers, au profit d'une montée en puissance des employés. En vérité, une partie des ouvriers deviennent des employés, hein, par le jeu de l'externalisation de certaines activités. Bon, ça, je n'en parle pas trop, mais la hausse des professions intermédiaires, du poids des professions intermédiaires, la hausse des professions et des cadres et des professions intellectuelles supérieures, et au contraire, parallèlement, bon ça c'est moins pertinent pour notre propos, mais une diminution des agriculteurs, notamment grâce à la mécanisation. Mais ça, c'est pas notre propos. Les artisans, eux, ça diminue, mais bon, c'est pas très, ça nous est pas très utile dans notre propos. Donc je poursuis ici. On arrive enfin à l'analyse théorique de cette moyennisation. Donc on a fait des descriptions objectives des transformations de la société jusqu'à présent, hein. Maintenant, voyons ce que souhaitent nous proposer les sociologues pour essayer d'interpréter ce qui s'est passé. Alors, c'est l'analyse donc de Henri Mandras. Donc, cette moyennisation de la société conduit alors certains sociologues à élaborer de nouvelles représentations théoriques de la structure sociale, comme Henri Mandras dans la Seconde Révolution française. Tout à l'heure, j'ai dit la Deuxième Révolution française, c'est une erreur, hein, c'est la Seconde Révolution française en 1988. Pour qui la société doit désormais être appréhendée non plus sous l'angle des classes sociales, mais selon une approche dite cosmographique. C'est ça qu'on va développer dans ce paragraphe. Il ne faut plus penser la société sous une forme de classe, mais sous une forme cosmographique. Alors qu'est-ce que c'est que cette cosmographie?
En effet, pour Mandras, il faut abandonner la vision marxiste en termes de classe sociale au profit d'une vision cosmographique. C'est-à-dire que les groupes socioprofessionnels ne sont plus hiérarchisés selon un axe vertical. Donc vous voyez, c'est hiérarchique, du haut vers le bas, un axe vertical, avec tout en haut les bourgeois ou les cadres, et tout en bas les classes populaires, composées entre autres des ouvriers. Donc pour lui, cette vision-là, hiérarchique, on doit l'oublier au profit d'une autre vision. Euh, donc, alors, je me suis un peu perdu, selon un axe vertical, mais se distribue dans un espace en 2 dimensions. Donc pour Henri Mandras, le haut et le bas, il faut laisser tomber. Il faut plutôt essayer de chercher quelque chose en 2 dimensions. Ce serait voilà, en haut, en bas, mais aussi sur les côtés. Donc dans cet espace où la hiérarchie n'existe pas, donc ça c'est très important, une des caractéristiques de la vision moyennisante de Mandras, c'est qu'il n'y a plus de hiérarchie. Certes, il y a un haut, il y a un bas, mais il est plus révélateur d'un rapport hiérarchique. Donc il n'y aurait plus de hiérarchie, et donc, ça aussi c'est important de le comprendre, s'il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de conflit. Il n'y a plus de conflit de classe. La hiérarchie, c'est il y a quelqu'un qui est au-dessus de vous et qui vous domine, et qui vous donne des ordres. S'il n'y a plus de hiérarchie, alors on sous-entend qu'il n'y a plus de conflit non plus. Donc s'il n'y a plus de hiérarchie, plus de conflit. Les groupes professionnels sont comme des constellations d'étoiles. Donc là, voilà, il y aurait une constellation, les gens seraient dans des sortes de constellations. Et ces constellations seraient dispersées dans l'espace et seraient plus ou moins proches les unes des autres au sein d'une vaste classe moyenne. Voilà. Il y aurait, alors donc on peut décrire cette constellation, c'est ce qu'on va faire dans l'exemple, pour être plus concret. Donc il existe une constellation centrale, que vous pouvez voir ici, composée des cadres, d'ingénieurs, d'enseignants, qui représenteraient 25% de la population active. On trouve également la constellation populaire, donc voilà, les gens plutôt pauvres, mais bon, ils sont pas si pauvres que ça en fait, puisqu'on fait tous partie d'une classe moyenne. Donc ils sont là, mais ils sont pas en dessous, ils sont juste un peu ailleurs. Euh, donc qui rassemble les ouvriers et les employés, qui représentent 50%, donc une grosse proportion de la population active. Et autour de ces deux principales constellations, des constellations dites périphériques, composées des professions indépendantes, voilà, qui sont dans leur coin, mais qui font partie quand même de la vaste classe moyenne, euh, voilà, comme les artisans, les commerçants, les chefs d'entreprise, 15% de la population active, et aux deux extrémités de cette vaste classe moyenne, une fraction réduite de très riches, l'élite. Donc voilà, tout par là, je ne vais pas dire tout en haut, puisque pour Mandras, il n'y a pas de hiérarchie, mais par ici, il y aurait les très riches, dans la constellation, enfin dans la galaxie, et qui sont, voilà, c'est l'élite, ils sont très très forts, et du coup, ils sont très très riches. On ne se pose pas la question d'où vient leur richesse, mais ils sont très très riches, donc ils sont là. Et tout en bas, il y aurait les très très pauvres, qui seraient un peu les accidentés de la vie, les accidentés de la vie sociale, qui, par manque de chance, se sont retrouvés dans la pauvreté, et donc ils sont extrêmement pauvres, mais ils sont quand même relativement peu nombreux, 7% de la population active. Donc c'est pareil, dans l'analyse de Mandras, on ne se pose pas la question de pourquoi est-ce qu'ils sont très pauvres. Voilà. C'est plutôt une question de pas de chance d'être dans la pauvreté, et pour les riches, c'est une question de chance ou plutôt voilà, comment dire, de courage, d'innovation, de prise de risque, voilà, qui font que les gens deviennent très riches, quoi. Mais il n'y a pas de rapport entre la très grande richesse et la très grande pauvreté dans cette vision, et donc voilà, il n'y a pas de conflit. Voilà l'analyse qui nous est proposée par Henri Mandras pour décrire cette fameuse moyennisation des années 1980. Donc pour conclure sur ce petit 1 qui était une remise en cause des classes en soi. Parce que tout ça, c'était pour dire qu'il y a une remise en cause des classes en soi. Toutes ces transformations font que les conditions de vie des ouvriers ont évolué et ne correspondent plus aux situations de vie des ouvriers d'antan. La classe ouvrière n'est plus véritablement une classe en soi, mais aurait été absorbée par la classe moyenne. Nous allons voir à présent que le processus de moyennisation remet également en cause la conscience de classe des individus, en particulier les ouvriers, les ouvriers ont vu, ça c'est très important, ont vu leur sentiment d'appartenance à la classe ouvrière ainsi que son potentiel d'action, comment dire, entendons potentiel d'action politique, collective, de défense de leurs intérêts,
ce potentiel d'action se dégrader depuis les années 1980. La classe ouvrière n'est donc plus une classe pour soi. Donc c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. À tout à l'heure.